Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ils sont très nombreux sur le plan national, ces élèves qui, sans le BEPC, s'interrogent. Leurs parents également s'interrogent et se disent « Qu'est-ce que je vais faire vu que je n'ai pas le BEPC ?» L'État a mis en place un service, le Centre national d'information d'orientation scolaire et professionnelle de SINEOPS, et les spécialistes qui sont là-bas ont commencé un travail qui porte déjà ses fruits. Ils ont produit beaucoup de documents. Et un des documents est celui dont nous avons discuté la semaine dernière avec les spécialistes du SINEOPS, bien entendu, qui portait sur les filières, les offres post-BEPC. Quand vous êtes détenteur du BEPC, qu'est-ce que vous pouvez faire comme formation, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux jeunes apprenants qui ne sont pas détenteurs du BEPC. Quand vous n'avez pas le BEPC, est-ce que tout est fini pour vous? Rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Et donc, pour le faire, j'aurai à vous présenter un des spécialistes du SINEOPS. Il fait partie de ceux qui ont élaboré le document que voici. Voilà, c'est ce document dont nous allons parler. Vous allez voir l'intitulé « Que faire sans le BEPC ?» Il y a beaucoup de possibilités. Il va rentrer dans tous les détails pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et nous allons afficher également son contact, voilà, et le contact de la direction pour que tout apprenant qui voudrait bien, qui se trouve dans cette situation, et tout parent aussi, dont l'enfant se trouve dans cette situation, qui voudrait bien avoir d'amples informations, puisse s'adresser à ces spécialistes. Débat thématique, c'est dans un instant. Je reçois pour vous un des spécialistes du Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, le SINEOPS. Et c'est M. Ainga Mathieu. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel Taï. Nous sommes très contents de vous avoir à nos côtés pour parler d'un sujet aussi important qui touche une frange de la masse scolarisée qui ne retrouve pas ses repères quand ils n'ont pas pu réussir au BEPC, parce qu'il y a quand même que certains sont sortis de l'école plus tôt que prévu pour certaines circonstances de la vie. Oui. Voilà. Mais vous avez une solution pour eux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est à moi de vous dire merci. Alors, quand des jeunes se retrouvent dans cette situation, est-ce que c'est le déficit d'information ou bien qu'en est-il exactement? Expliquez-nous d'abord avant qu'on rentre dans les documents. Merci, M. Marcel Taï. Ouais. Et à travers vous aussi, dire un sincère merci à la TVT qui nous donne l'opportunité de présenter aujourd'hui les offres de services que le SINEOPS propose à la jeunesse et à l'ensemble de la population togolaise. Parce que depuis notre création en 2010, si véritablement il y avait ces opportunités-là, je me dis qu'aujourd'hui on serait très loin. Bon, comme on le dit souvent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est ça. Alors, actuellement, à travers ce document, c'est l'un des supports d'information que nous utilisons pour assurer un accompagnement en orientation aux demandeurs de nos prestations. Donc, à travers cette émission aussi, il s'agira aussi d'offrir à la jeunesse une meilleure lisibilité de nos prestations de services et aussi d'informer les parents, puisque aujourd'hui ce secteur de la formation professionnelle et technique a une mauvaise image, je dirais, parce que la perception qu'on attendait vraiment de la population n'est pas encore ce que nous voulons. On pense que c'est un secteur qui est laissé pour ceux qui ne réussissent pas à l'école, uniquement pour ceux qui ne réussissent pas à l'école. On peut bien réussir les études et aller vers la formation professionnelle. On peut être étudiant, avoir un métier dans la main. Donc aujourd'hui, à travers ce document qui a d'abord été élaboré grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement et des ONG, en l'occurrence Action Éducation et Plan International Togo, nous avons produit ce document qui nous aide aujourd'hui à communiquer tout autour de tout ce que nous faisons et de tout ce qui existe comme
formation professionnelle et technique, ou bien, de façon globale, les métiers artisanaux. Alors, avant que vous ne continuiez, je rappelle à tous les élèves qui nous suivent et les parents qui nous suivent que ce document est produit par un service de l'État. Le CNIOS, le Centre national d'information de l'action scolaire et professionnelle, est un service de l'État et donc le document est gratuit. Et on va afficher le numéro tout à l'heure sur l'écran pour que ceux qui veulent bien l'avoir par PDF, par WhatsApp, ils peuvent écrire. Voilà. Et solliciter le document. Alors, on ne va pas rentrer tout de suite dans les détails. Voilà, parce que j'ai reçu, comme je l'ai dit, vos collègues qui ont décortiqué le contenu de l'autre livret qui portait sur ce qu'il faut faire avec le BPC. Et je leur ai posé 2 questions clés qui me préoccupent. C'est vrai, ils ont donné leur réponse, mais je voudrais aussi que toi aussi tu répondes à cette question. La première, il se trouve que chaque année, quand même, vous faites l'effort, malgré les moyens qui ne sont pas toujours au rendez-vous, vous faites l'effort d'aller dans certaines écoles et vous échangez avec les apprenants. Quand vous allez dans ces écoles-là, alors, de quoi vous discutez concrètement et quel type de questions les enfants vous posent? D'abord, il faut comprendre que les services d'orientation avaient existé après les années d'indépendance. Jusqu'en 2004, je peux dire, les services d'orientation n'existaient plus. Le service d'orientation a été réduit en une division au sein de la DSG et l'orientation ne fonctionnait pas. Alors pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait? Bon, les élèves ils choisissaient comme ils pouvaient. On a par suivisme. Ils se perdaient dans les méandres tortueux du système éducatif. Et à la création de notre centre en 2010, les conseillers n'étaient pas en nombre suffisant. Je pense qu'il y avait une cellule de 4-5 conseillers. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre en place une stratégie qui permettait de pouvoir toucher au moins un grand nombre d'apprenants. Et c'est à partir de là que nous avons élaboré des modules d'intervention en orientation. La stratégie aujourd'hui, c'est quoi? Entre-temps, on attendait que l'apprenant arrive en palier d'orientation avant de lui assurer un accompagnement. Nous, actuellement, à partir de la création du CNES, nous nous sommes dit qu'il faut rentrer dans un nouveau paradigme. Le nouveau paradigme, là, c'est quoi? C'est de pouvoir amener les enfants à une éducation à l'orientation. C'est-à-dire l'éveil professionnel, la culture de l'entrepreneuriat, amener les enfants à avoir le désir de choisir des parcours de formation, de les découvrir d'abord. Donc, les modules qu'on a élaborés comportaient d'abord des informations sur ce qui existe comme filière de formation, que ce soit dans le public ou dans le privé. Voilà, dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique, dans le public et dans le privé. Et à part ces séries, qu'est-ce qu'il faut faire? L'élève même doit se connaître parce qu'on ne se lève pas aujourd'hui, on s'en va choisir ou atterrir dans un métier donné. Chaque métier exige un certain nombre de compétences. Quelles sont moi, en tant qu'individu ou bien candidat à un futur métier, quelles sont moi mes potentialités, mes capacités à pouvoir réussir dans ce domaine? Donc, ces modules nous amenons petit à petit les apprenants à se découvrir en termes d'aptitudes, de compétences, d'aspirations. Et parallèlement, les séries qui existaient, on n'intègre pas les séries au hasard. Il faut des conditions d'entrée. Par exemple, quand vous prenez la série D, il y a un certain nombre de critères. C'est vrai que le système ne fonctionne pas actuellement et qu'on a tendance à parler d'affectation. Mais si vous ne prenez pas en compte ces critères, on peut vous affecter dans telle ou telle autre série, mais vous n'allez pas pouvoir réussir. Donc, on préparait sur l'ensemble des établissements qu'on prenait en compte les apprenants à l'orientation à travers ces outils d'information. Progressivement, nos partenaires techniques et financiers, notamment la GIZ et d'autres partenaires que je ne saurais citer ici, nous ont permis d'élaborer des outils pour pouvoir encore mieux accompagner les apprenants. Et je peux dire depuis 2020, nous avons fini un outil qu'on appelle le GMO, Guide méthodologique de l'orientation, qui comporte les outils étape par étape de la connaissance de soi, en passant par la connaissance des métiers, jusqu'à la mise en œuvre ou la réalisation de son plan d'action. Voilà ce que nous avons pu faire. Et actuellement, avec le renforcement en personnel, puisque en 2021,
il y a eu un recrutement de 30 conseillers en orientation qu'on a pu répartir sur l'ensemble du territoire national. Dans la direction de l'éducation. Voilà, qui travaillent en collaboration avec les DRE. Et donc, on se dit que l'idéal n'est pas encore atteint. Ça, il faut le dire. Mais on est en train. Il faut saluer les efforts qui se font quand même et qui, je pense qu'à l'avenir... Alors, ça veut dire que c'est toutes ces informations que vous partagez avec les élèves quand vous allez dans les écoles, c'est ça? Voilà, c'est ces informations. Et ces informations permettent aux apprenants de se préparer à répondre aux critères de sélection et d'éligibilité dans les parcours de formation. Une fois le diplôme obtenu maintenant, l'enfant a la connaissance du lieu où les conseillers résident, que ce soit dans les DRE, que ce soit à Lomé ici. Ainsi que leurs contacts. Ainsi que leurs contacts pour pouvoir venir. C'est pourquoi, après la proclamation des résultats des différents examens scolaires, dans nos services, c'est de l'embouteillage. Les parents, les élèves viennent. Il y a certains parents même qui accompagnent leurs enfants pour s'assurer vraiment du travail. Parce que des fois aussi, le choix, il faut prendre en compte la vie du parent. Pourquoi? Parce que des fois, on se dit, le choix, oui, mais c'est le parent qui finance. L'enfant ne peut pas prendre une option dont les moyens financiers sont carrément hors de la portée de ce que le parent peut offrir. Vous n'avez pas encore développé une application qui permettra, par exemple, à quelqu'un qui est dans un coin très reculé, de pouvoir vous joindre et remplir, par exemple, un questionnaire d'information? Au niveau du CNEOS, on ne l'a pas encore fait. Voilà. Mais nous avons des partenaires, je peux citer, c'est un projet. Je peux citer ici... Parce que si je suis par exemple à Djarpanga, je ne peux pas me déplacer juste pour venir voir un conseiller d'orientation qui est par exemple à Dapaon. Si je n'ai pas les moyens par exemple de me déplacer pour aller à Dapaon, voilà. C'est vrai que nous avons des activités de façon sporadique dans les régions. Les conseillers sont dans les régions quand même, mais actuellement, ce qu'il faut dire, même si on arrive à mettre en place des plateformes de ce genre, ça ne saurait remplacer totalement le conseil en orientation. C'est pour ça que l'effort, tu le disais tantôt, que l'effort soit fait d'augmenter le nombre de conseillers d'orientation par région. Et on pourra travailler aussi dans les préfectures. Justement, préparer les apprenants, les informer et puis pouvoir les accompagner. Actuellement, nos partenaires, comme la CNJ, nous avons été associés au développement d'une plateforme où l'enfant peut se faire accompagner en ligne en remplissant ses données, ses aspirations, ce qu'il souhaite faire. Et à travers maintenant la plateforme, on peut lui donner des directives. Mais ça ne suffit pas, comme je le disais, complètement pour remplacer. Le contact physique, la vie du conseiller est très. C'est comme les tests aussi, les gens passent en ligne. Le test peut vous dire, bon voilà, vous pouvez devenir informaticien. Mais en réalité, peut-être le test aurait pu dire que vous serez mieux à l'aise dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, où carrément on retrouvera plusieurs métiers. Voilà, ce n'est pas un métier absolu. L'homme n'est pas réductible à un seul métier. On peut dans la vie faire plusieurs métiers. Quel métier te conviendrait le mieux et ainsi de suite, c'est ce qu'il faut arriver à décortiquer. Et quand vous partagez toutes ces informations avec les apprenants, quel genre de questions ils vous posent? Les questions sont de divers ordres. Certains ne se connaissent pas, ils sont carrément indécis. Ils ne savent même pas de quoi il est capable. Et nous, on ne regarde pas seulement les notes, on écoute l'apprenant. On a des outils, des tests d'IDP, c'est-à-dire tests d'intérêt professionnel, qui peut-être, quand vous le soumettez à un enfant, en cochant certains items, phrases simples, ça l'amène petit à petit à la fin, après interprétation, ça dessine un profil. Sur la base du profil, maintenant, vous commencez par lui dire, voilà comment vous fonctionnez. Et s'il a été honnête dans le choix des items, il va vous dire même que tout ce que vous dites, c'est comme vous êtes avec lui à l'école ou à la maison. C'est là-bas qu'il va comprendre qu'au-delà même de sa vie personnelle, il y a aussi ses intérêts par rapport à certaines activités, ses désirs. Ce que nous devons savoir, généralement, les domaines dans lesquels on réussit le mieux, on est plus apte à pouvoir faire carrière dans ce domaine. Vous n'allez pas trouver un enfant qui a des difficultés en SVT, par exemple, dire qu'il va devenir médecin. C'est-à-dire l'anatomie du corps humain, tout ce qui concerne les sciences de la vie et de la terre, il ne réussit pas. Et donc, du coup, ça le détourne carrément de ses métiers en lien avec les sciences de la vie et de la terre.
parce que c'est normal. Et si tu ne comprends pas les explications élémentaires sur le fonctionnement du système respiratoire, de la peau et autres, bon, les notes même très minuscules que vous obtenez dans le domaine, l'école même devient de l'amertume. Mais est-ce que c'est pour ça que certains disent que le destin, en réalité, des élèves se trouve dans les matières fondamentales? C'est justifié? Je dirais oui. Ouais. Je dirais oui, mais au-delà des matières de l'école, il ne faut pas tout résumer aux performances scolaires. C'est pourquoi moi je reste, quand on parle d'aptitude, il y a ce qu'on peut avoir à l'école qui prouve que vous pouvez, les notes montrent à suffisance que vous êtes capable de faire le parcours. C'est-à-dire, avoir de bonnes notes en sciences peut donner la conviction à votre conseiller que vous pouvez réussir en série D, en série C, ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas aux notes. On peut réussir bien dans les matières scientifiques et ne pas faire carrière dans le domaine scientifique. Ça existe. Donc, au-delà de l'école, qu'est-ce que l'enfant sait faire? C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons venir même par rapport aux formations techniques et professionnelles. Dans l'enfance, il y a des fois, à notre temps et maintenant ce n'est plus aussi accru que ça, il y a des jeux à l'âge d'or, et des fois il y a certains rôles que les enfants, tu aimes jouer. Et dans ce rôle, tu te retrouves, ainsi de suite. Donc ça construit un peu tes orientations professionnelles. Il y a certains enfants qui savent bien bricoler, ils prennent les boîtes de tomates, ils peuvent préparer des jouets, ainsi de suite. C'est déjà quelqu'un qui a le sens de la curiosité, du bricolage, la capacité à bricoler, et il peut réussir dans le domaine de l'électricité, informatique et autres. Donc nous regardons tous ces aspects-là avant de s'assurer vraiment que, bon, si l'enfant s'engage dans cette voie-là, il pourra tenir. Parce qu'il faut que l'enfant s'intéresse au domaine. Si ce n'est pas le cas, il peut réussir les études, après il revient déposer le diplôme. Ça se passe aujourd'hui. Quand je prends la formation professionnelle, on a dans les bars, dans les hôtels et autres, des gens qui sont devenus des servants ou je ne sais pas comment on les appelle. Et pourtant, ils ont des CFA en couture, des CFA en coiffure et autres. Pourquoi? Parce qu'à la base, peut-être à l'école, ça ne marchait pas. Et les parents se sont dit, bon, comme ça ne marche pas, bon, vas-y apprendre tel métier. On n'a pas pris soin d'évaluer les aptitudes de l'apprenant ou bien du futur candidat à l'apprentissage pour voir si véritablement. Peut-être qu'ils n'ont pas dans leur environnement un spécialiste pour les accompagner. Et donc, il finit, la machine est là, mais la machine est dans la chambre et il est dehors. C'est ça le problème. Donc, nous, on veut véritablement, c'est pourquoi aujourd'hui nous souhaitons que l'orientation soit vraiment un vivier transversal. Transversal à l'enseignement secondaire, à l'enseignement technique et également à l'enseignement supérieur, de manière à ce que ceux qui ne peuvent pas évoluer dans le système normalement pour arriver à un niveau universitaire puissent être accompagnés, qu'on ne dise pas seulement aux apprenants, allez-y, et puis après tout, ils n'arrivent pas à exercer. Ou soit ils exercent, mais c'est au détriment de leur propre accomplissement. Et des fois, quand on ne peut pas se rendre service, on ne peut pas rendre service aux autres. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, je sais que vous êtes impatients de découvrir le contenu de ce livret qui est au centre de nos préoccupations. Dans cette émission où nous voulons parler à l'endroit, on veut partager des informations à l'endroit des apprenants qui ne sont pas détenteurs du BPC. Qu'est-ce que tu peux faire sans le BPC? Mais c'est important qu'on puisse déblayer le terrain avant de rentrer dans le contenu du document. Mais j'ai une dernière question à poser à mon invité avant de commencer par rentrer véritablement dans le document pour qu'il puisse nous expliquer son contenu. Et cela va probablement édifier beaucoup aussi bien des parents que des élèves. À quel niveau d'études démarre l'orientation? Est-ce que c'est au préscolaire, c'est au primaire, secondaire ou secondaire 2? À quel niveau doit-on commencer l'orientation? Je voudrais peut-être qu'on situe le contexte. Dans notre pays, ou de façon générale dans les pays développés où l'orientation fonctionne très bien. Normalement, l'orientation doit commencer dès la naissance, avec des activités d'éveil. On le sait, lorsque vous remettez des jouets à un enfant, il y a plusieurs types de jouets. Ça peut être des jouets liés à l'armement militaire, c'est-à-dire ce qu'on peut pistolet et autres là, et d'autres jouets en lien avec peut-être la construction et autres. Vous déposez, c'est déjà un test. Si vous déposez des outils ou bien des jouets en lien avec le domaine militaire, pistolet et autres, et vous déposez des maisons, des trucs d'escalier à peut-être remonter, constituer, et l'enfant va vers les outils ou les jouets en lien avec la construction.
une, deux, trois fois, ben, s'il les manipule très bien. Ce n'est pas le fait d'aller seulement qui compte. Des fois aussi, il les manipule, il arrive à les réorganiser. C'est comme un jeu de puzzle où des fois, il faut décaler de manière à ce que chaque partie de ce puzzle-là puisse s'intégrer et à la fin, qu'on ait l'image qu'on veut. Donc, si l'enfant les manipule régulièrement, ces orientations, je pense que c'est déjà des bases. C'est pourquoi je parlais ici des activités entre 9 ans, 10 ans. Nous, on faisait ce jeu-là où des fois, on crée un faux contentieux, quelqu'un s'érige roi, et puis on amène quelqu'un, un faux coupable, à qui on dit on fait ce jugement-là. Ça ne peut pas métier juridique finalement. Justement. Donc, c'était des trucs comme ça, et ça faisait. Des fois aussi, il y a d'autres jeux, hein, on ne va pas trop s'attarder sur ça, pour dire que normalement, c'est à l'enfance, c'est-à-dire dès le cours primaire, ça peut. En Europe, quand vous prenez un enfant, vous lui demandez ben, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il va te dire pourquoi. Par exemple, il choisit la biologie, son amour pour peut-être les plantes, les animaux. Il va expliquer son intérêt. Tu comprendras qu'il va peut-être, il a un intérêt, un amour, une passion pour les animaux. Il va s'expliquer. Mais ici, c'est très difficile, même des fois même en terminale. Vous allez voir quelqu'un qui est en série 2 ou série A4, lorsque vous lui demandez qu'est-ce que vous allez faire plus tard, il a du mal. Ouais, on entend des gens raisonner que, bon, moi j'ai choisi la série A4 parce que je ne suis pas bien dans les matières scientifiques. C'est un choix à tort, parce que l'argumentaire à la base même est négatif. C'est comme, est-ce que ceux qui sont en D, ils sont parce qu'ils ne sont pas bien dans les matières littéraires? Ce n'est pas le cas. Donc, à un moment, il faut donner un raisonnement qui permet de comprendre, un argumentaire qui permet de comprendre que, je vais en A4 parce que je veux devenir juge ou avocat, parce que pour moi, personne ne devrait faire la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est un truc comme ça. Ou bien devenir un professeur de droit pour faire en sorte que l'appareil judiciaire soit à la hauteur des événements qui se passent. Donc, c'est déjà un projet. Mais ici, on n'a pas encore ça. Mais depuis la création du centre, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons deux volets. Notre centre a deux attributions. La première attribution qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle et la seconde attribution qui concerne la prise en charge des apprenants en situation de difficulté. Pourquoi un enfant peut-il être en difficulté? Ça peut être aussi une sorte de blocage. Est-ce qu'il est en difficulté parce qu'il n'est pas intelligent? L'école est-elle en mesure de prendre en compte tous les types d'intelligence? Je me pose la question. Un auteur, je pense Henri Vallon, disait que l'intelligence est dans le cerveau, mais également dans la main. Donc, il faudrait juger. Donc, nous, à notre niveau, sur la prise en charge, si un enfant a des difficultés, on essaie de le permettre, avec l'accompagnement, de corriger ces difficultés, de l'amener à atteindre au moins le maximum de son niveau possible avant de rentrer en apprentissage. Ce qui évolue bien à partir du collège maintenant, nous avons dans le cycle d'observation, 6e, 5e, des modules qui vont amener les apprenants à plus de persévérance scolaire à travers peut-être le respect de l'autorité, ainsi de suite, parce que la persévérance scolaire est une garantie de la meilleure orientation. Pourquoi je dis, lorsque l'élève est bon dans toutes les disciplines, pour un tel élève, il bénéficie de sa polyvalence relative parce que s'il souhaite aller vers des métiers en lien avec les matières littéraires, il est bon, ça ne pose pas de problème. S'il veut aller vers les métiers en lien avec les matières scientifiques, il est bon, ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai accompagné une jeune fille qui a fait la série D avec mention, qui est devenue une journaliste. Oui, une journaliste. Donc, il n'y a pas de problème. Parce qu'à la base, la personne s'exprime même quand tu as l'impression d'avoir une journaliste en herbe devant vous. Donc, voilà les éléments comme ça. Donc, nous amenons les élèves d'abord à persévérer scolairement parce que les notes garantissent déjà le meilleur choix. Si c'est les souhaits, les aspirations, eux-mêmes, ils savent. Quand vous voulez devenir médecin, parce qu'il y a une valeur ajoutée que le médecin apporte qui est très cher payée dans notre pays. Mais avant d'arriver là, le parcours de la médecine vous demande des conditions et des critères. Est-ce que vous êtes en mesure de les remplir? Voilà les questions auxquelles nous en sommes. Et après ce cycle d'orientation, ce cycle d'observation, au niveau du cycle d'orientation, nous commençons par parler des séries, leurs conditions pour rentrer de façon... Oui, maintenant on termine avant de rentrer dans le document. Est-ce que si la chose fonctionne très bien, si le système. Voilà, si le système fonctionne très bien,
Alors, tu as parlé des bribes d'orientation, des activités d'éveil, par exemple à la maison, au préscolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une articulation pour qu'il y ait une certaine continuité? Oui. L'articulation n'est pas encore faite, mais elle sera faite bientôt avec la stratégie nationale de l'orientation scolaire professionnelle que nous sommes en train d'élaborer et qui prend en compte des activités d'éveil. Et là, la transition entre le primaire et le secondaire sera assurée et la transition entre le secondaire et le supérieur sera assurée. À partir de ce document, nous mettrons en place des stratégies pour pouvoir véritablement amener les enfants à ce qu'on peut appeler généralement une maturité vocationnelle. Maintenant, j'avais dit que c'était ma dernière question avant qu'on entre le document, mais j'ai tellement tout posé que... Il n'y a que à la rentrée bientôt, le 25, ce serait la rentrée scolaire officielle au Togo, 25 septembre, et les enseignants, logiquement, devaient servir de relais d'information en faisant en sorte qu'ils puissent dire, que chaque professeur, par exemple, dise aux élèves quels sont les métiers auxquels s'ouvre, par exemple, moi, ma matière, etc. Mais cela ne se fait pas du tout. Alors, comment vous prenez pour que les professeurs servent de relais d'information aux apprenants pour qu'ils ne se perdent pas, finalement? D'accord, merci encore une fois. Je pense que c'est les moyens qui nous manquent. Sinon, les initiatives, elles ne manquent pas. Non, ça. Je vais vous parler de ce que nous faisons déjà, qui est similaire à ce que vous proposez. Dans le cadre du PAREC 2, nous avons mis un projet qui concerne la formation ou la sensibilisation des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, ce sont les directeurs de collège et les enseignants. Bon, on n'arrivait pas à prendre tous au sein d'un collège, mais on prend le directeur et puis un de ses adjoints. Les modules de formation que nous leur avons proposés, c'était un peu pour leur donner une base, des notions basiques en orientation, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent disposer des informations sur l'importance des matières qu'ils enseignent et le lien qu'on peut faire avec les métiers. Aucune discipline, c'est ce que moi je dis souvent aux apprenants, aucune matière n'a été programmée au hasard. Il y a un lien direct entre les disciplines qui vous sont enseignées au collège, au lycée ou même au cours primaire, il y a des brides, avec les métiers. Quand on prend la physique, sciences physiques et autres, on parle de quoi? On parle des circuits électriques, montage, je ne sais pas, en parallèle, en série et autres. Mais si vous ne réussissez pas dans ce domaine, vous mélangez tout, vous confondez tout. Le jour que vous allez commencer l'électricité, même sur le terrain, si vous mélangez les bornes plus et moins, le courant va vous frapper. Et puis, bon, vous comprendrez peut-être l'importance. Donc, il y a ces éléments-là qui, les élèves doivent comprendre que le lien est là. Les enseignants, à leur niveau, à partir de ces notions basiques, nous leur avons demandé d'initier des activités d'orientation. Ou même ils sont allés, nous sommes retournés pour le suivi dans Savane, dans Plateau et dans Maritime. Et beaucoup ont initié des activités où ils ont regroupé les parents pour les sensibiliser sur les formations post-BPC et les formations sans le BPC que nous allons aborder ici parce que il y a certains parents, l'enfant se connaît, quand il se bat et il arrive à un certain niveau, il se dit que bon, là où c'est arrivé, là trop c'est trop, il me faut me chercher, si à l'école ça ne va pas. Mais les parents sont réticents, ils ne veulent pas que l'enfant aille vers la formation professionnelle parce que pour eux, c'est un secteur, comme je le disais en début, ils n'ont pas une représentation positive de ces secteurs. Donc aujourd'hui, c'est ce travail que nous sommes en train d'amener les enseignants à faire. Étant donné que les conseillers ne sont pas en nombre suffisant, si les enseignants ont ces informations et ils peuvent servir de relais d'information, des points focaux, c'est déjà une base pour pouvoir atteindre l'idéal que nous sommes en train d'espérer, c'est-à-dire un nombre suffisant de conseillers d'orientation pour le système éducatif national. Bien, nous remercions véritablement notre invité. En tout cas, moi, je suis satisfait des réponses qu'il a données et nous prions que les moyens soient vraiment au rendez-vous pour qu'ils puissent étendre ces initiatives à l'endroit de tous les professeurs, collèges, lycées, publics comme privés. Voilà, et comme ça, ça permettra de combler le déficit d'informations sur les métiers qui sont en lien avec les matières. Alors,
notre sujet au cœur de notre débat d'aujourd'hui, c'est bien ce livret. Voilà, ce livret. Que faire sans le BPC, conçu par les spécialistes, dont un est sur ce plateau. Alors, mon cher invité, combien de parties on peut retrouver dans ce document? De façon ramassée, Ouais. c'est 3 grandes parties. Oui. 3 grandes parties. Il faut, comme vous l'avez dit, c'est un document qui a été élaboré à destination des scolarisés, peut-être trop âgés, des non scolarisés et des décrocheurs, ceux qui ont quitté l'école. Voilà. Alors, ça fait... Et maintenant, les différentes parties? Les différentes parties, peut-être pour revenir dans les détails. Exactement. Il y a une première partie qui est consacrée aux formations donnant droit à un certificat. Formation donnant droit à un certificat, ce qui veut dire que c'est des secteurs d'activité ou des métiers pour lesquels l'État a initié des formations professionnelles. Et quand on parle de certificats, nous avons 3, puisqu'on parle de 100 BPC. Les privés aussi ont créé aussi des centres de ce genre, non? Oui. C'est pas seulement l'État. Oui, c'est pas encore. J'ai dit l'État a initié les certificats. C'est l'État qui contrôle, qui gère les diplômes ou bien les certifications. Qui organise les examens. Voilà, exactement. Mais les privés aussi participent. Donc vous avez le CFA, le CQP et le CAP. Deuxième partie, nous allons retrouver, peut-être je vais revenir après dans les détails, les différents types de CFA et ainsi de suite. Dans la deuxième partie, nous allons retrouver là-bas les formations sans certificat. Sans certificat, pourquoi? Parce que en réalité, quand on parle de l'emploi, c'est quoi l'emploi? C'est le besoin qui crée l'emploi. C'est-à-dire les mutations, les changements ont bouleversé l'économie et ça crée d'autres besoins. Les besoins maintenant donnent de l'emploi. L'emploi, pour être exercé, a besoin des compétences. Et pour acquérir les compétences, il faut une formation. Je ne sais pas si on se suit. Il faut une formation pour pouvoir avoir les compétences, exercer l'emploi et répondre aux besoins de la population. Voilà un peu le circuit. Donc, on a constaté qu'au niveau des formations sans certificat, c'est que c'est lié au changement, aux mutations. Et donc, il y a les besoins de services dans ces secteurs d'activité, mais l'État n'a pas encore pris soin de créer des formations professionnelles dans ce domaine. Ça viendra avec le temps. Mais il y a des gens qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, à se nourrir, à vivre de ces métiers. Est-ce qu'il faut les ignorer? Non, parce qu'il s'agit de s'orienter, pas pour le présent et pour le passé, mais s'orienter pour le présent et le futur. Donc, nous sommes obligés de mettre ces formations pour dire aux enfants, voilà, telle formation, c'est en train de voir jour. Dans 5 ans, 10 ans, c'est dans ce secteur que les gens vont trouver à manger. Il y a certains métiers qui naissent et meurent, mais d'autres sont en perspective. Exactement. Donc, c'est dans la deuxième partie, nous les avons développés. Et dans la troisième partie, on parle de 100 BPC. Est-ce que lorsqu'on n'a pas son BPC, lorsqu'on n'a que le CPD ou carrément dans la vie, depuis qu'on est né, on n'a pas mis pied à l'école? Est-ce qu'on ce qu'on appelle soit les déscolarisés ou les non scolarisés. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas travailler? On ne peut pas être utile à sa nation. Ça n'a rien à voir de politique contraire à la vision de l'État actuellement qui est de scolariser ou d'éduquer tout le monde. Donc nous avons essayé de lister là les possibilités d'insertion professionnelle lorsqu'on n'a pas pu avoir le BPC. Alors, voilà donc, maintenant, nous allons rentrer dans les détails. On prend le lot de ceux qui sont concernés par le certificat de fin de formation de CFA. Le CFA, nous l'avons pour postuler pour le CFA, qui peut être candidat peut-être pour le CFA. C'est des jeunes filles ou garçons scolarisés ou non. Il faut avoir de l'intérêt pour ce métier, je précise, l'intérêt pour ce métier. Pour que la personne ne perçoive pas cette formation comme une contrainte, comme si on lui avait imposé. Exactement. Il faut avoir de l'intérêt pour ce métier. Vous n'avez pas votre BPC, vous n'êtes pas scolarisé, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez postuler. La formation dure entre 2 ans, 4 ans.
Généralement, on résume ça à 3 ans. Ça dépend du type de CFA. Ça dépend du type de CFA. Et tu peux les énumérer qu'on puisse les voir là? Voilà. Bon. Il y a des branches d'activité, par exemple agriculture, alimentation, restauration. J'étais en train d'en venir. Après la catégorisation de ces certificats par niveau, nous avons regroupé aussi ces certificats-là par branche d'activité ou secteur d'activité. Il y en a 8. Il y en a 8. La première branche, on a par exemple agriculture, alimentation et restauration. Là, ça concerne tout ce qu'il y a autour de l'hôtellerie, la cuisine, pâtisserie, tout, branche, tout ce qu'ils font. Là-bas, il y a ces métiers-là. Deuxième branche d'activité, vous avez les mines, carrières et construction de bâtiments. Parce que quelqu'un demandera, est-ce qu'il y a un lien entre les carrières, les mines et puis la construction? Il y a le lien. On construit avec quoi? Les matériaux de construction, c'est à travers les carrières. Moi, je suis allé voir même mon collègue d'enseignement technique de PIA. Voilà. Il y a une spécialité comme ça. Donc, c'est ça. La deuxième partie, donc vous trouverez ces métiers-là. On pourra revenir les citer, mais c'est tellement dense qu'on ne peut pas tout dire sur ce plateau. Et la troisième branche, vous avez les métaux de construction métallique, mécanique, électromécanique, électricité et petite activité de transport. Donc, ça regroupe tout ce qu'il y a comme mécanicien. Voilà, ça c'est concrètement que tu fasses la formation dans une de ces filières, dans une structure de l'État ou dans une structure privée, eh bien, c'est l'État de toute façon qui organise pour te donner la certification. Voilà. Ou le certificat de fin de formation qu'on appelle le CFA. Voilà. Là-bas, c'est les patrons ou patronnes d'ateliers qui s'organisent à travers les CPM et les CRM, c'est-à-dire chambres préfectorales de métiers et les chambres régionales des métiers. Tout à fait. Donc les patrons sont organisés avec ces chambres-là pour pouvoir préparer les examens à ces apprentis qui s'inscrivent pour vraiment évaluer leurs compétences. Voilà. Est-ce qu'ils sont capables de servir? On était à l'activité 4, c'est ça? On était à la branche 4. La branche 5 concerne le domaine des textiles, habillement, cure, à peau, tout ce qu'il y a comme cordonnerie, vêtements, couture, tout ça, là, on parle de textile. La 6e branche d'activité concerne l'audiovisuel et la communication. Aujourd'hui, on peut faire le CFA en caméra, le CFA, ainsi de suite, pour pouvoir. Donc, c'est en fonction de l'évolution de la technologie que, sinon, avant, ça n'existait pas. Même le staff qui est dans le domaine du BTP, c'est venu de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Ici, les gens faisaient staff chez eux, mais aucun n'avait le certificat de fin d'apprentissage dans le domaine. Mais le besoin était là et les gens consommaient, donc l'État a trouvé nécessaire de pouvoir organiser des examens professionnels dans ce domaine. La 7e branche d'activité, vous avez l'hygiène et les soins corporels. Aujourd'hui, pratiquement, je dis toutes les femmes, excusez-moi, quand on parle de manucure, pédicure, tout le monde... donc, le besoin est là. Les gens consomment tout ça là et tout autour. J'ai même suivi une émission sur la TVT. Un de mes collègues a passé une dame qui allait faire sa formation en Côte d'Ivoire pour venir s'installer. Et aujourd'hui, elle a créé une école carrément de formation. Voilà. Donc, pour former d'autres jeunes à pouvoir développer leurs compétences dans ce domaine. Et la dernière, 8e, c'est artisanat d'art et décoration, où on peut trouver les peintres, dessinateurs, ainsi de suite. Alors, la conclusion partielle à ce qui vient de développer par rapport à ces branches 1 à 8, c'est que si vous vous inscrivez, faites l'effort de vous appliquer pour être efficace, parce qu'on veut des ouvriers spécialisés dans tous ces domaines-là. Si vous êtes spécialisé, vous êtes efficace, vous avez toutes les chances d'avoir de la clientèle et de vivre de votre métier. Alors, nous allons évoluer. À cet aspect, je voulais ajouter un élément. Il y a certaines personnes qui se disent que, bon, comme la formation professionnelle technique est là, je vais prendre l'école à la légère. Si ça ne marche pas, je vais aller peut-être me faire former. Non. Non, la formation professionnelle et technique, ce n'est pas un pneu score du système éducatif. Ça fait partie intégrante du système éducatif. C'est ce qu'on disait au début ici. Il ne faut pas considérer... Mais si vous n'avez pas été sérieux à l'école, ce n'est pas dans un atelier de patron que vous serez sérieux. On passe souvent en circulation, on les voit à genoux devant les ateliers. Bon, la discipline, elle est là. Elle est à l'école et elle est aussi dans les ateliers. Bon, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ça. Maintenant, on est au niveau des branches en lien avec le certificat de qualification professionnelle. Il faut comprendre que dans les 8 branches, on forme en CFA,
On forme en CQP, c'est-à-dire certificat de qualification professionnelle. On forme aussi en CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Donc, il n'y a pas lieu encore maintenant de revenir présenter les branches, ainsi de suite. Mais ce qui conviendrait de faire ici, qu'est-ce que c'est que le CQP? Quelle est la durée? Là, on peut préciser. Oui, le CQP, comme je l'ai défini tout à l'heure, certificat de qualification professionnelle, c'est un diplôme qui s'obtient après 3 ans de formation, qui peut être candidat. Il s'agit de jeunes filles ou garçons non scolarisés ou scolarisés ou déscolarisés. Les non scolarisés vont suivre une formation en alternance entre l'atelier et les centres de formation pour faire ce qu'on appelle l'apprentissage fonctionnel, c'est-à-dire on leur fait une alphabétisation appropriée à son contexte de travail, de telle manière qu'ils puissent se sentir à l'aise, s'exprimer avec sa future clientèle. Ouais, voilà, ce que vous dites, j'ai fait un travail avec une organisation, on allait dans un centre de formation privé à Saint-Cassé, et les jeunes déscolarisés et non scolarisés sont arrivés là-bas. Quand ils ont été inscrits, ils ont passé 6 mois de cours d'alphabétisation fonctionnelle, adaptés au métier, à ce qu'ils viennent à leur domaine. Voilà. Et ça leur a permis effectivement de réussir. Justement, ils sont installés à leur propre compte et ils vivent très bien de leur métier. Aujourd'hui même, le monde a évolué. Vous pouvez être un bon maçon si vous n'êtes pas capable de faire un devis. Voilà. Si vous faites un devis au manuscrit, ce n'est pas pris en compte. Et le diplôme et le devis peut t'amener à gagner un grand marché. C'est ça. Mais on a des gens qui, peut-être aussi, je parlais de la discipline ici, dès qu'on sait comment on mélange le sable et le ciment pour faire les papins, on disparaît. Mais tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas tout fini, ça pose problème. Donc, mais avant que tu ne continues, dans les branches là, je n'ai pas vu la formation en informatique. La formation en informatique, elle est de niveau, je peux dire, au-delà du BPC. C'est pourquoi on ne l'a pas mis. Puisque ici, on parle de formation de niveau inférieur au BPC. Pour faire la formation en informatique ou en maintenance informatique, il faut au moins le niveau. Mais il y a l'informatique appliquée à tous ces domaines. Oui, c'est appliqué. Quand on prend un réparateur de télévision, de ceux qui nous réparent nos Android et autres là. Il doit suivre quand même quelques cours. Quelques cours, oui. C'est organisé. Ok. Allons-y. Merci. Donc, et en dernier lieu, le CAP, qui, lui, les conditions, c'est qu'il faut avoir le niveau classe de 3e. Classe de 3e, la formation dure souvent 3 ans. Et à part ceux qui doivent avoir le niveau 3e, on peut être nanti d'un CFA ou CQP en lien avec le domaine dans lequel on veut préparer le CAP. Je m'explique. Si je fais un CFA en maçonnerie, après 5 ans d'expérience, je maîtrise le domaine et j'ai envie de connaître des promotions de carrière, je peux m'inscrire pour faire un CAP en maçonnerie. Bon, si j'avais, après le CAP en maçonnerie, je peux aussi, si je veux bien et j'ai envie d'évoluer, je peux faire un PT en génie civil. Puisque quand on parle de maçonnerie, c'est le domaine de génie civil et autres. Donc, pour pouvoir diriger un chantier, être maître d'ouvrage, chef chantier, ainsi de suite. Là, je laisse l'appel électriel à ceux qui sont sous moi et je prends la direction des commandes. Voilà un peu ce que je peux expliquer. Alors, fidèle téléspectateur, avant que notre invité ne continue, je vois là des tableaux bien structurés. Oui. Et c'est pour ça que nous allons vous inviter quand le numéro des spécialistes vont s'afficher. Il faut que vous preniez contact avec eux pour solliciter ce document. Ils vont vous l'envoyer par WhatsApp. C'est gratuit, c'est gratuit. Et vous pouvez l'imprimer ou alors le lire ainsi. Alors, vous voyez, tout est fait en tableau de façon que ça soit facilement lisible avec tous les contacts. Je prends certification de qualification professionnelle CQP, branche d'activité mine et carrière construction bâtiment. Il y a électricité bâtiment, les conditions d'accès dans la deuxième colonne, la durée de la formation et les centres de formation. Où est-ce que vous pouvez trouver ces centres-là pour pouvoir vous inscrire, quelle que soit la région dans laquelle vous vous trouvez. Je prends une branche d'activité 4 bois et assimilés, mobilier et ameublement. Voilà. Dans la première colonne, spécialité métier menuiserie bois.
Oui. Conditions d'accès, être scolarisé ou non, et âgé de 15 ans au minimum. Voilà, donc c'est pas parce que vous n'êtes pas allé à l'école que vous n'avez pas la chance de vous. Non, ça n'a rien à voir, c'est cela. Et vous allez dans la troisième colonne, c'est la durée de la formation, ça fait 3 ans. Oui. Et maintenant, elle termine par les centres de formation. Où est-ce que vous pouvez trouver ces centres? Selon que vous êtes dans la région de Savane, dans la région de Savane, dans la région de la Cara, centrale, plateau, est ou ouest, maritime ou golfe. Vous voyez, c'est là où la chose devient vraiment très intéressante. Et à l'avant-dernière page, vous avez les centres de formation dans toutes les préfectures avec les contacts de ces centres de formation. Vous voyez? Alors, donc, où que vous soyez sur le territoire national, vous avez toutes les informations. Donc, lui, sinon, ça fait un travail formidable en disponibilisant ce document si précieux pour que vraiment personne ne dise « je n'ai pas d'informations, je n'ai pas d'informations ». Donc, chers parents et chers apprenants, eh bien, solliciter ce document très important. Il n'est pas le seul, nous l'avons dit, on a déjà passé une émission avec les collègues de notre invité qui ont parlé des filières et des formations avec le BEPC. Vous voyez? Voilà. On peut évoluer? On peut évoluer. Et ça, c'était les détails sur les certificats CFA, CQP et puis CAP. La deuxième grande partie, s'il faut encore rentrer, je l'avais dit en début que c'est des métiers émergents, c'est des secteurs émergents. Ça nourrit le Togolais. Et moi, j'encourage beaucoup les gens parce que nous pensons que c'est un domaine qu'il faut laisser. Non, aujourd'hui, même les fonctionnaires, ils se forment pour initier des activités, des métiers artisanaux et autres pour pouvoir, parce que un seul métier ne peut pas mobiliser toutes les compétences d'un individu. Et c'est prouvé que... Et un seul métier, quelquefois, ne te permet même pas de joindre les deux bouts. Voilà, un seul métier ne peut pas te permettre de joindre les deux bouts. Donc, avoir une formation complémentaire, au-delà de sa formation académique et autres, c'est bien une garantie pour trouver vraiment... parce que l'emploi, c'est une nécessité pour chaque individu. Si vous êtes adulte et vous n'avez pas un emploi, vous ne pouvez pas vous sentir accompli. C'est très important. Et de dire ici peut-être les diplômés qui ont déjà des niveaux universitaires sans complexe d'infériorité, d'aller. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut hommes. C'est celui qui pense que je suis trop allé loin pour reculer qui est vraiment qu'on peut classer de. On peut tout faire dans la vie. Aujourd'hui, on a des professeurs qui enseignent des dames, elles ont des machines à coudre à la maison. On a des gens qui... Parce que le problème, l'essentiel, c'est quoi? C'est de s'offrir les moyens de survie. Si je suis boulanger ou je suis une dame boulangère dans le domaine et je fais des économies jusqu'à construire une maison et loger des fonctionnaires, allez-y comprendre ce que ça veut dire. C'est ça la réalité. Tant que vous arrivez à vous prendre en charge, il n'y a pas à considérer ce que vous voulez faire. En ce sens même, quelqu'un a pu dire que l'argent n'a pas de couleur. Le billet de 10 000, je ne sais pas s'il est bleu, ou bien le billet de 1000 francs, il n'est pas rouge dans ta main parce que c'est parce que tu es mécanicien que tu l'as gagné. C'est la couleur qui a été accordée à ce billet. Donc, moi, je pense que nous devons comprendre ça. Et ce que vous êtes de dire, on a participé à la revue sectorielle du plan sectoriel de l'éducation. Et c'est un cadre de l'enseignement technique qui recommandait qu'on consigne dans le rapport de la revue sectorielle que tous les apprenants qui passent par l'enseignement général doivent faire l'effort d'apprendre un métier. Un métier. Voilà. Et tu as dit qu'au même moment que tu es dans l'enseignement général, tu évolues, mais tu es en train d'apprendre en même temps un métier. Parce que c'est ça qui va te permettre de t'en sortir pour ne pas rester sur les carreaux quand tu auras par exemple ton diplôme. Ça peut être le BPC, ça peut être le bac 1, ça peut être le bac 2, ça peut être la licence. La licence, oui. Peu importe. Parce que la transition entre le moment où l'étudiant finit ses diplômes et le moment où il trouve du travail, ça fait 1 an, 2 ans. Tout dépend des secteurs. Quand c'est en lien avec les sciences sociales et autres là, des fois ça prend plus je ne vais pas citer un diplôme ici peut-être mais ça prend du temps. Pendant ce temps-là, vous allez faire quoi? Pendant ces 3 ans, 4 ans, vous allez faire quoi? Et en plus, aujourd'hui, l'État recommande que les jeunes soient plus entrepreneurs. Oui. Qu'ils soient entrepreneurs, qui créent et les structures d'accompagnement sont là. Voilà. Je pense qu'il y a une initiative même qui est déjà en cours où on a intégré
certains centres, dans certains établissements des formations, club métier, club robot, club de jeunes entrepreneurs, pour amener des jeunes à utiliser leur habileté manuelle, à créer des objets qu'on présente et qui sont notés ou bien même ils sont primés à travers ça. L'idée c'est quoi? C'est de développer ces métiers artisanaux. C'est que le début c'est la base. La mentalité part du début. Qu'est-ce qu'on m'a amené à croire? Vous allez trouver dans certains centres de formation ou universités des formations comme option génie civil, des jeunes qui sont là, ingénieurs en génie civil où le métier, ça c'est sur le terrain, sous le soleil, mais ils sont là en veste, en cravate. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on est en train de le préparer juste lorsqu'il va raccrocher avec le cahier, qu'il aille se retrouver dans un bureau à 4 murs fermés avec veste. Or, le métier de génie civil, c'est un travail de terrain. Même en tant qu'agro, même ceux qui ont fait l'agro. Oui, en tant qu'étudiant même, il faut parfois même aller sur les chantiers, aider les maçons à transporter les briques. C'est dans ce sens même que tu comprendras même la sueur de manœuvre d'un maçon. Et si réellement tes aspirations sont de travailler dans ce domaine, ça te permettra de les consolider. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir chercher un chemin. C'est parce que nous avons une mauvaise appréhension de l'enseignement technique et la formation professionnelle qu'aujourd'hui, c'est dommage de le dire, lorsqu'on lance un concours de la fonction publique, on veut 4000 personnes, vous allez trouver près de 40 000 candidats. Non, mais en réalité, c'est ça. Le concours de recrutement des enseignants de la dernière fois, on voulait quoi, 4500 pour les enseignants là? Oui, 4500. Oui. On a eu 31 000 dossiers. Voilà. 31 000 dossiers. Vous voyez, ça pose déjà problème. Ça fait on prendra peut-être les 4, mais les autres vont rester où? Ils attendront le prochain concours. Or, si on avait vraiment perdu du temps, et on avait une culture de l'entrepreneuriat, une valorisation. Moi, je dirais même que si vraiment cet idéal était atteint, un jour, on lancera un concours de la fonction publique pour 5 000, on trouvera 1000 ou 1500. Parce que les gens vont se sentir à l'aise dans leur entreprise, dans leur initiative privée, qui ne voudront même pas travailler pour quelqu'un. Donc, la formation professionnelle et technique ou les métiers de l'artisanat, c'est le secteur de l'entrepreneuriat par excellence. Et c'est les besoins sociaux de base. L'électricité, on en a besoin. Les mécaniciens, nos engins, on roule chaque matin. Pourvu qu'ils soient à l'atelier, on va le solliciter. Donc, tant que l'humain vivra sur la planète Terre, ces métiers vivront et les professionnels de ces secteurs ne vont jamais mourir de faim. C'est la nécessité que nous devons comprendre actuellement et d'encourager les enfants. Aujourd'hui, on veut manger bio. On veut manger bio, on veut exporter bio. Et beaucoup de jeunes ont compris, quand même sont en train de comprendre. Et donc la sensibilisation doit se poursuivre. En tout cas, nous, au niveau de l'émission Débat Éducation, nous allons continuer le travail avec votre concours pour que véritablement les jeunes ou qui se trouvent sur le territoire national comprennent l'enjeu de ce que nous sommes en train de dire, qu'il n'y a pas de saut métier, voilà, et qu'il faut aller avec, pendant que tu es en classe, quel que soit ton niveau, il faut aussi commencer par apprendre un métier. Je voulais aussi ajouter un petit détail. Je pense qu'au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle, à travers la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il y a des programmes en cours d'élaboration, des programmes de formation en cours d'élaboration, de manière à ce qu'on puisse écourter la durée de formation, 4 ans, 6 mois, pour des gens qui ont un niveau scolaire élevé. Par exemple, vous êtes titulaire d'une licence, vous êtes titulaire d'un master. Au bout de 6 mois, vous pouvez avoir... C'est comme une formation à la carte qu'on te donne. Justement. Une formation à la carte. Voilà, une formation à la carte pour te permettre de commencer par travailler. C'est vrai que le pays, notre pays, a besoin des ingénieurs, des concepteurs, des techniciens de niveau élevé pour pouvoir planifier et asseoir le développement économique. Mais sur l'ensemble de la structure de l'économie, à tous les niveaux de l'échelle, nous avons besoin de professionnels. On ne va pas, nous tous, on n'est pas fait pour aller décrocher le doctorat. L'école, même en nous acceptant au cru primaire, savait qu'on ne sortira pas avec le doctorat. Mais nous ne sommes pas en train de demander à ceux qui ont la capacité d'aller chercher le doctorat à l'université de laisser ça pour aller faire cuisine ou cafétéria. Non, il faut qu'on comprenne que lorsque vous vous donnez à fond,
au niveau de l'école, ça ne va pas, il ne faut pas dire que c'est fini pour moi. Il y a toujours la possibilité de s'en sortir à travers la formation professionnelle et autres. Aujourd'hui même, on peut aller dans la formation professionnelle avec la possibilité de poursuivre ses études. Vous gagnez, vous financez vos études. C'est encore une alternative sérieuse et une solution pour des familles qui n'ont pas de moyens de repenser véritablement les choix. La dernière fois, j'ai posé la question à tes collègues que surtout dans les écoles primaires qui ont initié les APP, les activités pratiques pédagogiques, il y a certaines matières qu'on retrouve ici. Par exemple, le jardinage, l'élevage, le dessin et autres qu'on a appelé les matières facultatives. Et ça fait que les élèves ont peu d'intérêt, peu de motivation à s'intéresser à la chose, alors que les petits Ghanéens à côté s'en sortent à travers ces... comment on peut véritablement changer la donne, changer de paradigme pour une meilleure perception de ces matières dites facultatives. Est-ce que vraiment il faut les appeler vraiment matières facultatives? Bon, comme tu l'as dit, dans tout ce que tu as cité, j'ai vu aussi le jardinage. Aujourd'hui, pour être jardinier, il faut une formation. Absolument. La science évolue. On parle plutôt même d'à haut niveau. Il y a une licence professionnelle à l'université de Carap en horticulture, aménagement des espaces verts et jardinage. Mais s'il faut pour être jardinier, préparer une licence professionnelle dans le domaine. Ce qui veut dire qu'on doit comprendre que c'est sûr. Faut-il les appeler matières facultatives? Je ne sais pas si c'est l'appellation qui démobilise les gens. Des fois même, regardons au niveau universitaire, les gens rentrent, on dit il y a les matières fondamentales, les unités d'enseignement de spécialité, les unités d'enseignement optionnelles et ce qui est unité d'enseignement facultatif. Les gens ne prennent même pas. Ils se disent c'est facultatif, on ne prend pas. Mais pourtant après, on souffre quelque part juste parce que l'unité d'enseignement là aurait pu te donner des prérequis pour te permettre de t'insérer. Je pense que, comme tu le dis, c'est une question de mentalité. Et à travers ces émissions, ça permet d'éveiller la conscience de tout un chacun, de prendre au sérieux ces matières-là, même si on a été plus calqué dans le modèle français. Sinon, la culture entrepreneuriale, la culture de tout ce qu'il y a comme l'artisanat, c'est très développé dans d'autres pays à côté. Le gars, même d'abord, avoir son bac même ne veut pas dire automatiquement faire l'université. Des bacheliers ghanéens viennent ici, ils se transforment en cireurs de chaussures. Et bon, le Togolais dans sa peau d'orgueil, en veste, on finit de cirer devant les go et les gens, ils donnent 500, prends un cadeau. Bon, demande à cette personne que tu as remis 500 là, ou 100 francs chaque matin de te monnayer un billet de 10 000. Il va sortir des liasses, tu vas craindre. On les interroge, ceux qui poussent même les petites brouettes là, qui nous font omelette, café, tout ça là. Mais ils ont des comptes en banque. Ils ont des comptes en banque pour dire que est-ce que une frange de la population ne peut pas s'en sortir à travers ces métiers? La question, oui. Mais pourquoi les gens ne veulent pas aller? Est-ce qu'il faut mettre des mécanismes ou bien des mesures incitatives pour encourager les gens à aller vers ces secteurs? Je pense oui, parce qu'en termes de PIB, l'agronomie ou le domaine de l'agropastoralisme a une part très importante. C'est ces secteurs-là qui amènent, qui boostent ou bien poussent notre économie à aller de l'avant. Sans l'artisan, le professionnel n'est rien. On est censé, à différents niveaux, de pouvoir chacun jouer sa part de responsabilité. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien qui a porté sur ce niveau fondamental pour nous tous. Ce n'est même plus, au vu des explications données par mon invité, ce n'est pas seulement à l'endroit des apprenants qui n'ont pas le BPC. C'est nous tous. Tu es fonctionnaire, tu es étudiant, enfin, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu peux t'intéresser et te faire former et exercer ce métier. Comme ça, tu as plusieurs sources de revenus pour t'en sortir. Merci. Alors, chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Est-ce que tu peux, en 2 minutes, donner ton mot de fin en espérant que il y aura d'autres opportunités, vous allez revenir, ou alors c'est nous qui allons vous suivre, puisque vous faites des sorties de terrain, c'est nous qui allons vous suivre avec les caméras pour aller écouter les apprenants, vous écouter aussi, et relayer les échanges et les informations très, très, très enrichissantes à l'endroit de la population scolarisée. Le souhait de l'État, c'est d'approcher l'information, ça rentre dans la dynamique de la démocratisation de l'enseignement.
école plus près de l'apprenant, apprenant plus près de l'école, c'est la même chose. L'idée, c'est d'apporter aussi les informations à tous ceux qui en ont besoin, éveiller la conscience des gens, leur présenter les informations sur tout ce qui existe comme possibilité de formation. Parce que c'est le manque d'informations qui amène des fois certaines personnes à critiquer les efforts de l'autorité, du pouvoir en place, sans savoir qu'il y a ceci qui se fait. Il peut être à côté, mais ce qui peut lui permettre de réussir se trouve à côté de lui, mais il n'est pas informé. Comme le disait quelqu'un, l'information, c'est le nouveau café cacao de l'Afrique. Si tu n'es pas informé, tu peux être bon dans tout, mais tu vas passer à côté des opportunités d'affaires. Ce qu'il faut, je pense que nous le faisons déjà à travers cette émission que moi je salue beaucoup. Et d'autres émissions qui suivront. Et les initiatives qui vont, les autres émissions qui vont suivre après. Le conseil que je peux donner à nos apprenants, de façon générale, aux apprenants d'abord et aux candidats de la formation professionnelle, chacun, nous avons des enfants intelligents. Moi, j'ai fait le tour de beaucoup d'établissements. Des enfants qui souhaitent, qui sont conscients de leur avenir, qui souhaitent réussir. Mais ce qui leur manque, c'est parce qu'ils se perdent, ils sont désorganisés. Il faut véritablement une prise de conscience. Je vais dire ceci, lorsque vous êtes chez vous, avec le souhait de devenir un pilote ou hôtesse de l'air, et parce que peut-être vous voyez un avion chaque fois passer au-dessus de votre maison, ce n'est pas en dressant une échelle à la clôture de votre maison que vous allez parvenir à atteindre cet objectif. Tout est une question de planification et de stratégie. Il faut s'investir. Aujourd'hui, beaucoup se perdent parce qu'ils sont enclins à aller trop vite, à jouir de la vie, pourtant ils n'ont pas pris soin de construire. Il ne faut pas que la pression de ceux qui mangent leurs récoltes amène notre jeunesse à consommer leurs semences. C'est ce que je peux dire, que chacun se donne les moyens. Lorsque ça ne va pas à l'école, on a la possibilité d'aller apprendre un métier. Aller apprendre un métier... Même si ça va à l'école, il faut ça va on peut également apprendre. Apprendre un métier n'est plus laver de l'échec. Il faudrait aussi ceux qui réussissent à l'école aillent apprendre pour servir d'exemple et décomplexer ceux qui se sentent inférieurs en allant apprendre un métier. Si quelqu'un est titulaire de licence, un maçon, pourquoi moi je ne peux pas aller faire la formation en maçonnerie? Voilà mon message. Merci beaucoup. Merci mon cher ami de Syniops. Chers téléspectateurs, nous pensons que véritablement vous avez eu beaucoup d'informations très utiles pour revoir votre position à la veille donc, de cette rentrée scolaire qui commence le 25 septembre prochain. Eh bien, que vous ayez le BPC ou pas, eh bien, que vous ayez le bac ou non, eh bien, tout ce qui a été dit ici concerne nous tous. Voilà. Et nous pensons avoir fait œuvre utile en partageant ces informations avec vous, en vous invitant à suivre cette émission que nous mettons sur YouTube et en vous invitant également à prendre contact avec les spécialistes dont les numéros sont affichés sur le petit écran. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye, bye.